Alors, salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast, donc le podcast où on parle d'ultra endurance, tout ce qui concerne nutrition, entraînement, préparation mentale, que ce soit en trail, en cyclisme et tout ce qui touche au sport d'ultra endurance et d'endurance. Et aujourd'hui, je reçois pour l'interview, interview partagée avec le pote coach, comme on le dit, Johan, qui va se présenter. Et donc, pourquoi Johan? Parce qu'on s'est rencontrés, on va expliquer comment. Il est cycliste, ultra-cycliste particulièrement, et aussi trailer, ultra-trailer. Et donc, on a l'objectif ensemble de proposer un stage de cyclisme. On va vous expliquer comment, parce qu'on trouve que c'est réellement intéressant pour justement ceux qui pratiquent l'ultracyclisme d'être accompagnés sur ce plan-là et avoir ce côté expérience de l'autre. Je trouve que c'est la meilleure des manières pour pouvoir apprendre sur le terrain directement. Donc, je vais laisser Johan se présenter. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il pratique comme sport, etc. Donc, je te laisse, pote coach, te présenter, quoi. Alors du coup, bonjour à tous. Pas de coach, ouais, parce que du coup, on est entre coachs, effectivement. Comment on s'est rencontrés, nous, tous les deux? En fait, toi, Guillaume, c'est toi qui as fait appel à moi pour préparer en fait ton premier bikepacking en vélo, parce que toi, Ouais, tu étais vraiment spé trail et tu te mettais au vélo. Et ouais. puis, tu as entendu parler de moi par le Podcast de podcast Richard de de Richard. Spotball. Ouais, Spotzel, voilà. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis moi, à ce moment-là, je faisais un petit peu moins de vélo et du coup, j'ai essayé de travailler mon trail et ultra trail. Et du coup, j'ai fait appel à toi en on a fait parallèle échange. pour, On a fait échange de voilà, bons procédés, on va dire, quoi. exactement. Je t'ai préparé en vélo et puis tu m'as préparé en trail. Et voilà, c'est comme ça un peu qu'on a commencé ensemble. Moi, pour me présenter, du coup, je fais du vélo depuis très longtemps. J'ai fait 3-4 années en élite, donc en semi-pro, juste en dessous des professionnels, en amateur. J'ai fait les grandes équipes amateurs et puis n'étant pas réussi à passer pro, j'ai fait mes études en parallèle dans le monde du sport. J'ai fait une licence STAPS, mention entraînement sportif et préparation physique. Et en même temps, ensuite, j'ai passé mon brevet d'état cyclisme, donc qui s'appelait le BESAC à l'époque. Et voilà, quand j'ai décidé d'arrêter ma carrière, entre guillemets, de haut niveau en vélo de route et cyclocross, je me suis lancé dans le coaching sportif et avec une branche vraiment spécialisée vélo et sport d'endurance, donc tout ce qui est vélo, trail, un petit peu de triathlon aussi, voilà. Pour me Et présenter. tu as arrêté, non pas forcément par rapport au niveau, on va dire, percé pro, c'est plus à cause d'une blessure, quoi, hein. Ouais, à l'époque, moi, j'étais dans l'équipe pour ceux, genre, je sais pas si ça va parler encore, ça commence à faire vraiment longtemps, on remonte là. Mais dans les années 2010-2012, j'étais dans l'équipe Véranda Rideau. Bon, tout se passait bien pour que je passe pro avec cette équipe qui montait professionnelle en fait à la fin de l'année. Et puis j'ai commencé à avoir des problèmes en fait à une jambe. J'ai certainement eu un problème au niveau de l'artère iliaque sur la jambe gauche qui devait se boucher, mais voilà, on n'a jamais réussi à vraiment trop trouver avec les spécialistes que j'ai écumés. Et puis voilà, donc les résultats se sont fait sentir sur les derniers mois de ma saison amateur et ça m'a empêché de passer pro alors que tout était sur les bons rails jusqu'à là. Donc voilà, ça a été assez dur à accepter sur le moment. J'ai rebondi au VC Rouen. Je fais une bonne saison élite, mais voilà, toujours très gêné avec cette jambe gauche. Donc voilà, quand on est à haut niveau, un gros grain de sable comme ça pardonne pas et c'est difficile mentalement. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça. Et finalement, j'étais passionné aussi par la préparation physique, l'entraînement et tout. Et je me suis lancé dans le coaching sportif et puis dans le suivi d'athlètes après mon année à Rouen. Et finalement, bon, c'est quand même un beau rebond et je m'éclate maintenant dans ce que je fais, quoi. C'était en quelle année, ça, du coup, encore? Et du coup, le VC Rouen, ça doit être 2012 ou 2013. Voilà.
Donc, tu coaches Ah, maintenant depuis quand même pas mal d'années, du coup. ouais. Du coup, j'ai commencé en 2013 à coacher, donc coaching sportif à domicile, du suivi d'entraînement aussi à distance. Donc, je commence à avoir une belle base de données. On est pratiquement à 10 ans de base de données en fait sur des cyclistes et sur des sportifs. Donc cyclistes beaucoup, mais aussi tout sport confondu. Donc, ouais. Tu accompagnes combien de personnes, là, du coup, maintenant? Là, actuellement, je suis en train voilà, de resserrer un peu ce que je propose vraiment sur du suivi à distance, même si je garde quand même beaucoup de coaching à Présentiel, domicile, quoi, ouais. en présentiel. Mais donc je suis à distance, on va dire, entre 20 et 23 sportifs. Et du coup, en coaching présentiel, j'ai on va dire entre 8 et 10 personnes voilà, que je suis, chez qui je me déplace ou alors que je vois dans une salle à côté de chez moi là, de CrossFit. Voilà. Ouais, parce que tu fais aussi des cours en salle, hein, des cours de RPM, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. Ouais, depuis 5 6 ans, je fais des cours de RPM. Alors, parce que alors, pour la petite histoire, c'est la personne qui m'a formé, en fait, qui m'a lancé dans le coaching, qui s'appelle Hugues Pio et qui était donc coach sportif à domicile et qui m'a lancé quand moi j'ai arrêté ma carrière de vélo. Et c'était en fait pour la petite histoire mon préparateur physique quand j'étais en élite en vélo. Ok. Et cette personne marchait tellement bien qu'il avait besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider à faire face à la demande. Et du coup, il m'a lancé et il m'a vraiment appris les bases du métier et il m'a lancé dans le coaching sportif. Et du coup, cette personne-là a ouvert maintenant sa salle de CrossFit et dans laquelle, en fait, il y a une belle salle de RPM. Donc, RPM, c'est vélo en salle. C'est des chorégraphies, en fait, sur musique, mais qui sont vraiment axées sur des techniques de pédalage, des positions différentes et qui créent vraiment un vrai gros travail d'intervalle training et de fractionné et qui est très intéressant, finalement, pour un cycliste ou un trailer. Ouais, et puis là, en plus, en période hivernale comme ça, c'est super, quoi. C'est super intéressant. En fait, tu vas chercher des intensités que tu n'irais pas chercher tout Ouais. seul à l'entraînement parce que tu as l'effet de groupe. En fait, tu peux être jusqu'à une vingtaine de personnes dans la salle. Et puis, en fait, tu as la choré qui est bien faite et qui t'amène à travailler en fait un peu toutes tes zones en 45 minutes. Mhm. Donc, c'est vraiment super intéressant. Voilà. Bon, ça, j'en ai fait pendant 5 6 ans. Là, ça risque de s'arrêter parce que voilà, je prends d'autres orientations. Mais ça reste un très bon moyen pour s'entraîner, surtout l'hiver. Ouais. Ouais. Ouais, puis aujourd'hui, ben, on en parlait, hein, ce qui est génial, tu utilises aussi maintenant enfin, la plateforme Nolio. Ouais. Voilà, on utilise une plateforme de planification d'entraînement en commun. C'est génial par Ouais, rapport ouais. à ça. Ça facilite la vie. Et puis ça donne un visuel sur tous les athlètes qu'on peut avoir. C'est top quoi, par rapport à ça. Et donc, tu as une tranche plus quand même de cyclistes ou c'est un petit peu tout sport confondu, plus d'hommes, plus de femmes. C'est quoi ta base d'athlètes? Alors, bah, si on parle voilà, des gens que je suis à distance, donc par l'intermédiaire de la plateforme Nolio, on va dire que j'ai 2 tiers de cyclistes et un Ouais, tiers voilà, de trailers ou coureurs à pied sur route et un petit peu de triathlètes aussi. J'ai pas mal de d'accord. triathlètes qui font appel à moi bah, pour la partie vélo et aussi pour la partie course à pied. La partie natation, je peux la gérer aussi, mais quelqu'un qui veut vraiment rentrer dans le technique et tout ça, ce sera géré par un entraîneur vraiment spécialisé triathlon ou natation. Mais voilà, hein, la proportion, c'est à peu près ça. J'ai au moins 2 tiers quand même de cyclistes et de personnes qui veulent se lancer dans le bikepacking, ce qui vraiment explose en ce moment. Ouais, c'est Et clair. au niveau de la répartition homme-femme, à distance, je pense que je suis peut-être à 2 tiers, 2 tiers, un tiers, 2 tiers d'hommes. Mais ça, c'est assez fluctuant. Il n'y a pas vraiment d'orientation particulière. Et Ouais. en coaching à domicile, pareil, peut-être 50-50 ou alors ou 60-40, mais au niveau homme-femme. Ouais, tu vois, moi je suis 50-50 là, tu vois, j'ai autant d'hommes que de femmes, donc la C'est parité. bien, tu as la parité, c'est bien. Tu vis avec ton siècle, c'est bien. Alors pour revenir un petit peu sur le sujet, c'est-à-dire aborder un petit peu le sujet de
l'intérêt de faire un stage peut-être en cyclisme ou en ultracyclisme. Je vais vous. Voilà, moi j'avais fait appel à Johan parce qu'à l'époque, en fait, je sortais de grosses saisons de trail et puis voilà, un petit peu découverte de l'ultracyclisme avec la Race Across France, justement. Et je m'étais lancé donc sur je voulais me préparer le 300, c'était 350 km, quoi. Donc, voilà, à l'époque, ça me paraissait énorme. Voilà. Et donc, du coup, en écoutant ce podcast, je me suis dit, ouah, j'aime sa démarche, j'aime sa vision, etc. Ça ressemble à ce que je pense. Donc, on s'était contacté. Et donc, tu m'avais accompagné sans se voir directement, mais pour cette première Race Cross France 350 qui s'était globalement relativement bien passée. Et après, on a décidé normalement, on devait aller sur une même course ensemble. C'était ça. La Race Cross. Non, c'était ça. Hein, on devait aller sur la Race Cross Belgique, je crois. Ouais, ouais, on s'était calé ça. Ça devait être avant Covid, peut-être, je sais En plus. mai, en mai, Ouais, je crois que c'était quelque chose ouais. comme ça. Et du coup, il y a eu des reports, voilà. Ouais. Toi, puis du coup, ça l'a pas fait, ouais. Et donc, du coup, on a décidé de se faire un petit. Ça a été vite décidé, hein, je me souviens. Hein. Je me souviens. Et donc, on a décidé de faire la traversée des Pyrénées ensemble, mais on s'était jamais rencontrés avant, J'ai quoi. Hein. jamais vu, ouais. Ouais. Là, c'était un petit challenge à faire quand même parce que c'est jamais facile de rouler à deux sur une telle traversée sans connaître vraiment, sans avoir roulé avec la personne. Ouais. Bon, toi, tu avais accès à mes données, donc tu voyais quand même que voilà, il y avait Ah ouais. possibilité que on puisse rouler ensemble. Et donc, du coup, on a fait cette traversée des Pyrénées, que c'était 800, à peu près 800 bornes, hein, c'était ça. Ouais, à peu près, ouais. Et avec des anecdotes et des conditions dantesques quand même, parce qu'on l'a fait en mai, hein, c'était ça, en On mai, l'a fait début mai. fin mai, ouais. En fait, la Race Cross Belgium devait avoir lieu fin mai. Et du coup, comme ça s'est annulé donc, à cause du Covid, on s'est dit, bon, par quoi on peut remplacer ça? Et donc, on s'est dit, allez, on aime tous les deux la montagne. Qu'est-ce qu'on peut faire? La traversée des Pyrénées, c'est super. Alors, juste en aller, on a fait Biarritz, Collioure en 3 jours. Ouais, Ouais, 3 jours, hein, 3 jours. ouais, Donc bon, on a réussi à dormir le soir à l'hôtel, ouais, ouais. etc. Voilà, donc c'était bien. Mais c'était pas facile quand même. Hein. Franchement, on a eu des conditions vraiment météo difficiles quand même. Ouais, ouais. Les Pyrénées, quoi. Les Pyrénées. Et Ouais, c'est clair. Ouais. pour revenir à ça, c'est que voilà, toi, tu m'as apporté tes connaissances au préalable. On va dire, tu as insisté déjà sur le fait de acquérir de la technicité, euh, être bien posé sur son vélo, etc. Bah, tu l'expliqueras mieux que moi, le fameux pédaler sur des œufs que tu me disais, etc. Mais j'ai vraiment pris conscience de tous ces éléments-là, en fait, quand on a roulé ensemble. C'est-à-dire Ouais, que ouais. euh, quand on est avec une personne, je t'observais beaucoup, alors je suis dans cette démarche-là, et je voyais ta technique de pédalage, je voyais comment tu étais posé sur le vélo, etc. Et le fait de rouler avec toi, ça m'a énormément aidé sur ce plan-là, au-delà du fait des conseils que tu pouvais me donner. Donc, voilà, un peu dans le mimétisme, quoi. Donc, je trouve que euh, oui, effectivement, tu vois, accompagner quelqu'un à distance, c'est très, très bien, etc. Mais quand tu peux profiter vraiment sur le terrain d'une expérience terrain comme ça, Mhm. c'est vraiment un avantage. Donc, euh, explique-toi aussi la vision que tu as par rapport à ça. Moi, c'est ce que je te disais aussi, c'est-à-dire c'est comme à l'image d'un coureur, tu vois, qui débute et qui se met tout de suite au trail. Là, il y a beaucoup aujourd'hui ce Ouais. phénomène de démarrer par l'ultracyclisme sans réellement avoir les bases du cyclisme, tu vois. Mhm. Et donc, ben, on se retrouve avec des personnes, certes, qui sont capables, tu vois, comme moi, qui étaient capables voilà, de faire De des faire du UTMB ou des long. diagonales des fous, faire du Ouais. très, très long et du dur, mais sur un vélo, c'est différent. Et tu te rends compte que tous ces éléments-là de vraie base de cyclisme eh ben, sont importantes et peuvent te permettre d'être meilleur sur le vélo, mais au-delà d'être meilleur en termes de performance, c'est passer le meilleur des moments, quoi, en fait. Hein. Ouais, Donc, ouais. euh, Non, mais ouais, bah, ce que tu dis là, alors du coup, par rapport ouais, au fait où quand on a roulé ensemble, enfin, moi, je suis un peu pareil. Je sais que ce soit en trail ou en vélo, rouler avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience et qui ont un niveau plus élevé, mais qui ont compris pas mal de choses, et de simplement observer en fait la manière dont ils roulent, dont ils courent, dont ils posent le pied, dont ils pédalent.
Ça apporte énormément en fait parce qu'on se rend compte en fait vraiment le mouvement juste et du coup je pense que ça apporte énormément et ce que tu disais, des fois on a une consigne par son entraîneur mais on n'arrive on n'arrive pas toujours à comprendre voilà à quoi ça va me servir et comment je vais le bien réaliser. Le fait de voir la personne le faire, voilà, même au niveau schéma corporel, ça permet de débloquer pas mal de choses. Euh, Ce que tu disais ouais, par rapport à la technique, en fait, ouais, il y a beaucoup de personnes mais je pense comme en trail, hein. Il y a beaucoup de Ouais, ouais. personnes qui te disent, bah, OK, je sais courir, je vais me mettre sur de l'ultra, quoi. Et en vélo, c'est pareil. Donc, comme en course à pied, bah, en fait, rouler vite, rouler longtemps, rouler dans la bonne position pour être le plus efficace possible et tout ça, et ben, en fait, il y a plein de petites choses qui s'apprennent. Donc, du coup, c'est comme un coureur à pied de travailler son pied, d'avoir une bonne foulée, de pouvoir courir vite quand même, de savoir comment courir pour se protéger, pour pouvoir courir longtemps. Bah, ça s'apprend. Et du coup, le fait de passer par des stages ou de prendre un coach, et ben, ça permet de passer ces paliers-là et de les comprendre et du coup, de vraiment les mettre en action sur le terrain. Donc, je pense un stage, enfin, moi, j'ai fait énormément de stages quand j'étais coursier et tout ça, avec mes entraîneurs, avec des gens de plus forts à mon niveau, avec des pros. Et du coup, c'est là où, en fait, on passe des caps énormes parce que du coup, on rentre chez soi et en fait, on a vu des choses que nous, on n'aurait pas fait. Et du coup, on a compris plein de choses qu'on va pouvoir mettre ensuite en exercice, tu vois, à l'entraînement et pouvoir passer des caps après dans les compétitions. Ouais, et puis, tu vois, il y a aussi ce phénomène-là, c'est-à-dire que euh, automatiquement, si tu es plus efficace en termes, tu vois, de pédalage, de ta position, etc., Bah oui. et ben, sur du très long, tu vas y gagner parce que tu vas éviter les mouvements parasites, donc automatiquement, éventuellement, les éventuelles peut-être blessures, mais aussi, tu vois, au niveau du cuissard, c'est souvent le problème en ultracyclisme. Donc, si tu es tout le temps en train de, tu vois, dans une mauvaise position, de te déhancher, etc., ben, tu peux Hmm. avoir ces problématiques-là, quoi, après. Ah bah, clairement, clairement. Et tu vois, c'est exactement la même chose que le trail. Ouais. Donc, si tu travailles pas ta foulée, si tu sais pas, si tu travailles pas ça à l'entraînement sur des fractionnés un petit peu rapides, si on t'a pas bien expliqué comment faire, bah, ok, tu sais courir, mais en fait, bah, sur quelque chose de long, bah, tu vas finir par te faire mal et par avoir une vitesse maximale aérobie qui est trop faible. Donc, du coup, tu vas pas pouvoir tenir en fait une vitesse longtemps sur le long comme ça. Et du coup, ça ne le fera pas sur les longues distances sur lesquelles tu t'es aligné parce que tu manques de technique, clairement. Et en vélo, je pense que bon, c'est peut-être pas plus technique que que la course à pied, mais il y a plus de facteurs Ouais, encore à quand même. maîtriser. Voilà, on est c'est un sport mécanique, il y a quand même la machine, il y a le vélo, il faut réussir à faire une symbiose entre ton vélo et toi. Et il y a quand même pas mal de petites choses à maîtriser, tu vois. Surtout, enfin, moi, j'ai quand même beaucoup de retours sur les gens qui se lancent sur le long. Et il y a quand même des problématiques de problèmes d'assises, de problèmes de position de main, du coup, alors avec des engourdissements de doigts, pas dû aux positions sur le guidon, euh, de comment tu vas ajuster aussi les réglages de ton vélo en fonction de la course que tu vises. Un vélo qui va faire 1000 km, ça va pas être le même vélo pour une cyclosportive qui en fait 150. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses à maîtriser et ensuite à travailler le coup de pédale, la position arrondie sur le vélo pour réduire les points d'appui, les mauvais points d'appui, améliorer son pédalage. Enfin, il y a beaucoup de choses à travailler. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, bah, la dernière fois qu'on a roulé ensemble à Tonon, tu m'as fait une remarque et c'est pour ça que c'est intéressant quand tu es avec quelqu'un comme ça qui connaît. Mhm. En forçant et en accélérant un petit peu en intensité, tu me disais que j'avais tendance à me crisper sur un des Ouais. côtés droits, tu vois. Mhm. Donc ça, indirectement, tu vois, ben, sur du Ouais. long, ça peut être pénalisant des fois, ce qui peut expliquer certaines douleurs parasites que tu peux avoir, quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. Bah, tu vois, typiquement, quelqu'un qui s'entraîne tout seul tout le temps, bah, le fait de jalonner un peu sa préparation de petits stages comme ça, bah, en fait, ça peut permettre à cette personne-là d'avoir un œil extérieur, tu vois, tous les 2 ou 3 mois, et puis d'avoir quelqu'un qui puisse le remettre dans les rails un peu sur certaines choses qui fait mal et dont lui ne se rend pas compte.
comme Ouais. toi, ouais, tu avais un appui un peu, voilà, un peu gauche sur ton guidon, avec le dos qui venait un peu en torsion et tout ça. Et en fait, s'il y a personne qui te le dit, ça, bah, tu t'en rends pas compte en fait quand tu pédales. Donc, Ouais. ouais, un œil extérieur de quelqu'un qui, en plus, qui comme moi, parce que bon, tous les cyclistes ne sont pas comme ça, mais moi j'aime bien étudier la position sur un vélo. J'aime bien observer les gens, la manière dont pédalent les cyclistes, d'essayer de comprendre en fait, voilà, pourquoi cette personne-là est haute au niveau de la selle, pourquoi ça pédale en pointe, en talon, comment sont les points morts du bas, du haut, la position des mains. Voilà, il y a plein de choses à, voilà, à regarder, à optimiser. Et ce qui est très important, c'est qu'on est tous différents. Donc, moi, j'arrive pas avec quelque chose Tout fait, quoi. voilà, de, de Strict. ferme. C'est comme Ouais. ça. Non, non. En fait, on est tous différents. Donc, et il n'y a pas une technique qui fonctionne. Il y a vraiment plusieurs manières d'être efficace. Il faut juste l'adapter à soi et à sa, voilà, à sa morphologie, à sa manière d'être. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses Ouais. à gérer. Et puis, on n'est pas tous égaux sur certains points. Tu vois, par exemple, le côté brûlure à la selle. Moi, j'ai une chance énorme. J'ai pu faire des choses longues sans jamais avoir de problème, alors que d'autres sont découpés peut-être au bout de 200 bornes, quoi, tu vois. Donc, Ouais. Non, mais c'est c'est ouais, tu vois, bah, typiquement toi, tu as un pédalage en fait qui te permet de jamais souffrir de la selle. Donc, ce hmm. qui veut dire que en fait, tu te sers davantage de tes jambes pour être en appui sur tes pédales, sur tes jambes, et du coup l'ancrage de la selle, voilà, tu dois avoir un bon ancrage au niveau de l'endroit où tu t'assois, mais tu dois pas être très ancré fort, ce qui te permet de ne pas avoir des gros points de compression en fait sur la selle et du coup de pas du tout souffrir de ça. Donc ça c'est bien. Après voilà, par contre tu as d'autres il peut y avoir d'autres douleurs qui arrivent parce que toi tu pédales de cette manière. Mais ça peut pas changer, mais par contre ça peut s'optimiser et puis faire deux trois petits réglages. Voilà. Et ce fameux pédaler sur des œufs, explique-nous quand même, parce que Ouais, alors ça moi c'est mon grand truc. En gros, plein d'exemples de coureurs à pied qui se mettent au vélo. Parce que, bon, maintenant, franchement, je pense qu'en trail, il y a peut-être 95% des trailers qui utilisent le vélo pour faire ouais. de l'entraînement croisé et Hmm. puis voilà, pour faire autre chose quand ils ont des longues sorties à faire pour faire du travail foncier. Et j'ai aussi beaucoup de coureurs à pied qui se blessent et du coup qui ont envie de continuer le sport, un sport d'endurance et qui se mettent au vélo. Et en fait, le problème du coureur à pied, c'est qu'il a l'habitude d'avoir une grosse résistance au sol quand le pied touche le sol. Ce qui fait que quand il monte sur un vélo, il a besoin d'avoir beaucoup de résistance sur la pédale quand il vient pousser sur la pédale. Donc en fait, il va avoir un pédage qui est vraiment irrégulier parce il va vraiment pousser à chaque fois voilà, que la pédale est en haut. Et du coup, ça va créer quelque chose de pas, d'assez saccadé et pas assez rond. Et un peu Il en va force, quoi, aussi. Un peu en force aussi. complètement en force, ouais, il va très peu se servir des ischio-jambiers et des mollets. Ouais. Ce qui fait que du coup, il va pas se servir de la possibilité d'être attaché à la pédale et de pouvoir remonter la pédale en même temps que tu pousses de l'autre côté. Et il va aussi avoir un passage des points morts parce que tu comprends bien que quand tu pousses d'un côté, eh ben, tu remontes la pédale de l'autre. Mais en fait, tu as une passation au moment où tu vas arrêter de pousser et tu vas commencer à tirer sur la pédale. Bah là, tu as un point mort en bas. Donc, tu arrêtes de te servir des quadriceps et tu te sers des ischios et puis des mollets, des ischio-jambiers. Et du coup, tu as un point mort en haut et en bas dans le pédalage. Et les gens qui connaissent pas très bien le vélo, qui commencent, généralement, ces points morts sont vraiment très grands et sont pas optimisés au niveau de la cheville. Ce qui fait que, pour revenir à mes œufs, pédaler en fait sur des œufs, ça veut dire visualiser en fait une boîte d'œufs entre la chaussure et la pédale. Et l'idée, c'est de pédaler vite, de réussir à être efficace, mais sans casser les œufs, en fait. Donc, en fait, ce qui va t'obliger, voilà, à pousser, mais pas en mettant toute ta force que tu as pour ensuite pouvoir venir tirer et gommer le point mort du bas, tu vois, pour revenir en haut. Et puis, quand tu es arrivé en haut, ne pas réécraser les œufs, tu vois. Et on appelle ça, en fait, en vélo, pédaler rond. Et moi, j'appelle ça pédaler sur des œufs. Ouais. Voilà. C'est bien, c'est bien. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est que moi, avec ma transformation et qui ai fait beaucoup plus là de vélo, au début, j'avais tendance, ce que je te disais,
voilà, à vouloir toujours de la force sur les pédales, c'est ce que tu dis. Ouais, Et aujourd'hui, c'est totalement différent parce que mes cadences de pédalage, elles se sont augmentées justement du coup. ouais, Et ouais. je suis beaucoup plus fluide et j'ai l'impression d'avoir justement plus ce côté besoin de mettre de la force pour avoir l'impression de faire l'effort en fait. Ouais, Tu vois. Et ouais, ouais, pourtant, les watts sont là, c'est la même chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, mais tu vois, ça c'est bien. Là. Toi, en plus, tu as investi dans un capteur de watts. Donc, en fait, tu te rends compte que c'est pas en mettant plus de force et non. en écrasant plus la pédale que finalement, on va avancer plus vite et on va mettre plus de watts. Par Mm. contre, tu peux te rendre compte que plus tu optimises ton pédalage et moins tu vas avoir de mal pour rester à ton seuil de watts. Et quand tu vas commencer à comprendre le pédalage, tu vas te dire, ah ouais, non, mais en fait, j'ai l'impression de pousser beaucoup moins et finalement, je mets les mêmes watts sur mon vélo. Et là, du coup, ça t'ouvre pas mal de perspectives de progression. Et là, tu commences à comprendre comment tu peux pédaler longtemps et réussir à avoir une vitesse intéressante. Et aussi, du coup, à comprendre que bah, pour travailler en vélo, je ne suis pas obligé spécialement d'avoir de la grosse résistance et que voilà, je peux travailler différemment en fait, en ayant une optimisation de mon geste en fait, et de mes différents muscles qui est plus intéressante. Ouais. Et ça, justement, bah, sur le long, c'est un point essentiel parce que si tu arrives à optimiser ce fait-là, tu vas avoir moins de fatigue musculaire puisque tu travailles moins en force du coup. Exactement. Bah ouais, bah, tu vois, on en revient à l'optimisation du geste, en fait. Et il y a plein de personnes qui pourraient penser, moi le premier, au début, je me disais, bon, plus c'est long, de toute façon, plus ça se dégrade et moins les détails sont importants, techniques et tout ça. Finalement, c'est pas vrai du tout parce que plus tu as une puissance maximale aérobie élevée ou comme on trail une VMA élevée, plus le 50% ou le 70% que tu vas réussir à maintenir sur ton ultra bah, sera élevé. Ouais. Voilà. Et du coup, tous les petits gains qu'on peut avoir comme ça sur de l'ultra, mais ben, vont me permettre de réduire la fatigue et de pouvoir aller plus loin. En sachant maintenant, j'ai quand même quelques années là maintenant de coaching sur de l'ultra et moi-même Et de qui pratique aussi, ouais. et de pratique, voilà, parce que je m'y suis mis aussi, j'en ai déjà deux, trois à mon actif. Il faut vraiment, par contre, considérer pratiquement l'ultra comme un sport un petit peu différent des courses sur route ou des courses plus courtes. Parce qu'on va avoir des contraintes qui sont clairement différentes. Et là, il y a des petits ajustements à faire et on ne va pas avoir exactement les mêmes exercices à travailler que si on préparait voilà, des courses comme moi j'avais l'habitude de faire. Ouais, ouais. Mais c'est important, tu vois, on pourrait croire qu'un petit peu, bah, à l'image du trail ou de l'ultra-trail, se dire, ben, je fais que borner, je fais que de l'endurance, etc. Mais en fait, au final, on peut être beaucoup plus efficace avec justement des séances qui sont beaucoup plus courtes et moins longues, moins fatiguer peut-être l'organisme et mettre ben, tout ce qui est, voilà, ce qu'on appelle un peu PMA, les seuils, éventuellement de la force, du tempo, etc. Tout ça, c'est très intéressant pour justement acquérir et puis décaler un peu ce que tu dis, c'est-à-dire augmenter ses capacités physiologiques intrinsèques, ça permet après sur le long bah, d'être beaucoup plus efficace et justement de pouvoir aller plus vite, mais plus longtemps, quoi, en fait. C'est ça, hein, c'est ça. Et puis, enfin, c'est toujours la même chose. On a l'impression qu'en ultra, comme on n'ira jamais vite, parce qu'il faut réussir à gérer, et ben que finalement, travailler du seuil, travailler de la vitesse maximale, bon, ça nous servira à rien parce qu'on ne sera jamais dans ces zones-là en course. Alors que c'est une grosse bêtise. On a malheureusement, enfin malheureusement, c'est pas malheureusement. En fait, il y a deux écoles. Il y a des gens qui arrivent à être très performants en se disant, OK, l'entraînement pour moi, c'est une charge mentale. Je vais simplement borner, je vais borner, borner, et du coup, mon corps va s'adapter. Il y a des gens qui nous montrent que ça fonctionne parce que c'est des personnes qui passent énormément, énormément de temps à s'entraîner et qui font vraiment Un gros volume. voilà, au niveau volume, puis c'est un choix de vie hein, carrément parce que du coup, c'est des volumes d'entraînement qui sont énormes et que peu de personnes peuvent tenir en fait sur le long terme, même sur une préparation. Et nous, en fait, on se rend compte que du coup, grâce à l'entraînement, on peut optimiser ce temps-là et arriver pratiquement et arriver même au même niveau Bah euh, oui. en
en séquençant en fait et en changeant les allures et en faisant du travail spécifique et spécifique comme de la force, comme la variation d'intensité, comme du travail de vélocité, donc à des cadences qui sont différentes et Du sprint. qui du coup vont augmenter la performance voilà, du pédalage et qui vont du coup aussi induire des adaptations et qui vont permettre d'être bon aussi sur du long. Voilà. Ouais, ouais. Maintenant, voilà, on peut. Des fois, après, on aurait tendance. Tu vois, il y a souvent ces deux écoles-là, c'est soit le court et intense, soit juste le long. Ah ouais, non, ouais. En fait, il faut prendre un petit peu, on va dire, des deux, réunir ces deux univers-là. Et c'est ce qui Mhm. fait justement cette alchimie-là, je pense que c'est la meilleure. C'est-à-dire que oui, si on prépare quelque chose de long, on n'a pas le choix, il va falloir Il borner un faudra faire du peu. long, il n'y a pas le choix. Oui, oui, non, Mais mais c'est ce clairement. qu'on c'est ce qu'on se disait, c'est-à-dire que borner pour borner, ça ne sert à rien. Et borner par phase, en fait. Borner par phase Ouais. pour éviter, bah, justement, parce que faire des sorties de 200, de 300 ou voire plus, ça demande quand même une énergie et ça peut fatiguer à terme l'organisme. Donc, avec des séances plus courtes, on peut réussir justement à éviter ces phénomènes-là, un petit peu de surentraînement, quoi. Ah ouais, non, mais clairement. Et puis il y a deux facteurs. Donc il y a la fatigue, quelqu'un qui va pas se prendre la tête et qui va simplement borner. Il y a la fatigue physique, mais il y a aussi la fatigue morale et puis la motivation en fait. Le Mm. fait de réussir. Alors on est complètement d'accord. Enfin, et moi je suis de ce courant-là. Il faut faire du long quand on veut faire du Ah, bah long en oui, course, il faudra passer par du long parce que du coup, il y a des adaptations qui se font et des repères qui se font que quand on fait des longues sorties parce que voilà, on passe par des phases qu'on ne peut pas simuler à l'entraînement autrement. Mais le fait d'alterner, en fait, et de ne pas faire que ça, et de bien gérer ça par des cycles d'entraînement et de la variation, et ben, en fait, va créer une émulation dans l'entraînement et va empêcher, en fait, la lassitude. Et le fait de vachement varier, en fait, ces entraînements, et ben, crée un fait de motivation. Et voilà, on a toujours des nouvelles choses à aller chercher. Et on n'est pas simplement, voilà, à faire de la distance comme on pouvait faire il y a 30, 40 ans en vélo. Il fallait juste borner. Borné, ça fonctionne, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et puis, c'est au niveau motivation, c'est vraiment compliqué. Et du coup, ça permet de progresser moins vite que si on fait vraiment de la variation de deux séances, de longueur et d'intensité. Voilà. exactement. Et bah, pour en revenir un petit peu, tu vois, enfin, à l'ultracyclisme, là, on a parlé de tout ce qui était un petit peu entraînement, etc. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est une des pierres de l'édifice quand on veut réussir dans une épreuve comme ça, parce que c'est tellement multifactoriel, on en parlait. Il y a la gestion de ton matériel, savoir réparer aussi au niveau mécanique, tu vois, on en Mhm. parlait ça, mais beaucoup de personnes ben, ne savent même pas changer une chambre à air, en fait, tu vois, donc ça c'est important. Est-ce que je mets un tubeless, est-ce que je passe en chambre à air? Il y a tout le côté nutrition, tu vois, la gestion nutritionnelle. Mhm. Il y a la gestion aussi, ben, quel matériel je vais utiliser, quelle sacoche, etc. Donc, ton parcours, ta météo, savoir utiliser ton GPS, enfin, tu vois, Ouais. c'est des fois tu te lances là-dedans et tu te dis, enfin, moi quand je me suis lancé là-dedans, je me suis dit, ah ouais, Ouais, il y a beaucoup, hein. heureusement que je suis passionné et que j'aime me renseigner et que j'aime beaucoup apprendre par moi-même. Mais c'est vrai que Mhm. quelqu'un, il peut voir ça d'un œil extérieur et puis se décourager à se dire, ah ben non, en fait, c'est pas pour moi, mais en fait, si. Si tu es accompagné par les bonnes personnes, ça peut être justement Ouais, voilà. Et en fait, ben, c'est complètement vrai ce que tu dis. Là, on a parlé que de l'entraînement, mais finalement, réussir une course de bikepacking, OK, l'entraînement, allez, on peut parler de 40 à 50% maximum. ouais, Et après, en fait, tu as plein de facteurs. Et donc, les facteurs que tu as énoncés là, en fait, un accélérateur d'apprentissage pour gérer tous ces facteurs-là, et ben, le stage, c'est vraiment la solution, en fait, parce que lors d'un stage de 2 3 jours, et ben, tu vas te retrouver avec des gens qui ont les mêmes problématiques que toi et qui, eux, ont réussi plus ou moins à trouver des solutions. Tu vas échanger. Et puis, il y a les coachs donc comme toi et moi qui avons un peu plus d'expérience déjà, qui avons essayé énormément de choses et qui peuvent tout de suite, en fait, eh ben, identifier les problématiques des gens, quoi. voilà, identifier et puis cibler et vraiment orienter vers les choses à acheter, les choses à faire, pas faire. Et voilà, le stage va permettre
Donc, du coup, d'avoir des conseils au niveau de l'alimentation sur le long, il va te permettre aussi de te rendre compte que bah, ton matériel, comme les sacoches que tu mets sur ton vélo, peut-être que les pneus que tu utilises, la manière dont tu les gonfles, eh ben, c'est pas la meilleure des manières et finalement, tu vas pouvoir changer ça parce que tu vas avoir les conseils des coachs, mais tu vas aussi voir ce que les gens à côté utilisent et tu vas te rendre compte que bah, en fait, c'est plus efficace que ce que tu as toi. Euh, le stage va te permettre aussi des fois sortir de tes zones de Ouais, confort parce que peut-être que exactement. tu vas aller faire, tu vois, comme les stages qu'on veut nous proposer en montagne, bah, tu vas peut-être aller faire du coup des cols que tu n'aurais pas osé Aller tout seul, ouais, ouais. aller tout seul, tu vois, t'aventurer sur des boucles comme ça parce qu'il y a des longs cols, parce qu'il y a des descentes à gérer. Tu vas aussi apprendre bah, avec quel équipement, avec quels vêtements en fait tu pars sur ce genre de sortie. Parce que moi, voilà, avant de partir avec un groupe en montagne, il y a toujours le check au niveau des vêtements. Je suis pas bon là-dessus, hein. C'est pour votre part, mais voilà, tu feras partie du groupe. Mais du, mais du coup, voilà, moi, j'ai eu des mauvaises expériences et moi, j'ai vraiment un pack avec lequel je pars en montagne qui est obligatoire. Et quand voilà, je gère mes groupes en stage, voilà, la personne qui fait un stage avec moi, il sait après exactement avec quoi il doit partir sur une sortie en montagne en fonction des conditions météo. Et une fois qu'on a ces réflexes-là, après, c'est plus un problème de se dire quelle veste je vais prendre, quel équipement je prends, parce que un peu, je ne sais pas quel temps il va faire là-haut, tout ça. Voilà. Donc, Ouais. un stage, c'est vraiment un accélérateur en fait pour progression, quoi, je pense. Et puis ce que tu as dit aussi, ben, je reviens à ça, mais tu vois, en montagne, des fois, ben, monter, voilà, les gens savent des fois, mais des fois, la descente fait plus peur qu'autre chose. Et tu l'as bien vu, ben, là, ta compagne se met aussi, Morane, à faire du long, etc. Et au début, c'était un peu plus compliqué dans les descentes en montagne, quoi. Ouais, ouais, bah en fait, il y a une vraie technique à apprendre, hein. Finalement, rouler sur le plat, bon, ça se fait. Monter un col, bon, bah, voilà, on fait peut-être des petites erreurs de braquet, de position, mais généralement, on arrive à le monter quand même, si on a un niveau sportif qui est là. Par contre, bah, descendre un col, si la route est mouillée ou s'il est technique, si on prend un peu de vitesse et tout ça, ça fait vite un petit peu peur. Et moi, j'ai pas mal de demandes de nanas en fait qui se mettent au vélo et je trouve ça super cool Mm. et qui du coup ont des petites appréhensions comme ça en montagne pour gérer les descentes parce qu'au niveau des trajectoires, elles connaissent pas vraiment comment faire. Au niveau du freinage, bah, comment on freine à la bord d'un virage en montagne, enfin en descente, voilà. Est-ce qu'on utilise d'abord le frein avant, d'abord le frein arrière, les deux, comment on gère sa Les courbe? courbes, aussi, la gestion de la Voilà. courbe, comment tu rentres dans la courbe? Est-ce que tu la prends en rentrant à l'intérieur ou est-ce que tu la prends à l'extérieur? Ouais. Il y a plein de notions, quoi, hein. Moi, du coup, ça m'arrive souvent de faire des petits ateliers, tu vois, au niveau des trajectoires, donc sur un virage, voilà, apprendre aux gens le point de corde, comment rentrer dans son virage, comment aborder le freinage, quel frein garder en main au cas où. Enfin, du coup, il y a pas mal de petites choses à apprendre. Et une fois qu'on a ces billes-là, bah, ça devient beaucoup plus agréable et on comprend pas mal de choses, en fait. Mm. Mm. Voilà. D'où ben, ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on trouvait pertinent avec Johan de pouvoir ben, accompagner justement les ultracyclistes en proposant justement un stage qui regroupe un petit peu tout ça. Alors, le contenu encore à définir, et ça, on communiquera un petit peu plus là-dessus dans les quelques semaines qui viennent. Mais en gros, ce serait sur 3 jours à peu près, hein, c'est ça. Ouais, 3 jours. Et on évoquerait ben, tous ces éléments-là avec des sorties plus longues. Le lieu encore à définir, mais ce sera en montagne, ça dans tous les cas. Mhm. Et on va essayer de trouver un endroit qui est assez épicentre pour éviter que les gens se déplacent peut-être trop dans toute la France et que ce soit plus facile pour eux. Mais aussi des petits ateliers tu vois, ce qu'on disait, la gestion de la nutrition, en apportant notre expérience, mon expérience, etc. Mhm. Aussi la gestion, tu vois, du long, mais la gestion mentale, comment gérer mentalement sur des phases longues comme ça, comment gérer aussi tout ce qui est question de sommeil. Enfin, voilà, il y a tout un panel d'informations à donner, au-delà du fait que rouler,
On aimerait vraiment faire des petits ateliers aussi, ateliers conférences comme ça, après la sortie, histoire une table ronde de réunir un petit peu tout le monde et puis de discuter un petit peu de tous ces éléments-là, quoi. Ouais. Non, c'est bien, tu as tout dit, hein. Si on résume, ouais, donc des stages, un petit stage, donc on parle pas d'une semaine, mais je pense que 3 jours, c'est le bon format Mm. parce que ça permet de faire une sortie qui n'est pas très, très grande le premier jour, le temps d'arriver, de se mettre en jambe, d'y aller et ensuite d'avoir 2 jours plus conséquents. Bon, en montagne, parce que je pense que c'est là où quand on fait un stage, on a envie d'aller, puis on a envie d'apprendre, et ça permet aussi de découvrir des endroits sur lesquels on n'irait pas tout seul. Euh, Bien sûr, de faire des petits ateliers et de profiter justement de ta connaissance de la nutrition sportive parce que c'est un gros sujet du vélo et du bikepacking et du vélo en endurance, de gérer son alimentation parce que c'est pratiquement 2 échecs sur 3, quoi, les personnes qui gèrent mal leur nutrition sur le long. Ouais, et puis il y a ce côté aussi nutrition pendant, mais j'insiste aussi sur le fait de préparer. Avant aussi, bien Voilà, sûr. on prépare son entraînement, on prépare sa monture, etc. Mais des fois, on se néglige et la préparation sur des épreuves longues comme ça se fait bien en amont en respectant son capital santé et en apportant les bons éléments à son organisme. Donc, que ce Ouais. soit sur l'hygiène de vie générale, la nutrition et bien évidemment le sommeil aussi, quoi. Ouais, voilà. Donc faire ces petits points-là et puis bien sûr, en fait, profiter d'un stage pour qu'il y ait de l'émulation, pour qu'on se marre aussi sur le vélo, parce que quand on fait des Ouais. stages comme ça, on est en groupe et c'est vraiment souvent, c'est des super souvenirs. On rencontre en plus des personnes qui partagent la même passion et généralement, ça crée des liens aussi. Donc ça peut créer aussi un peu de lien dans votre activité de cycliste et de bikepacker. Donc ouais, je pense que moi, j'ai pas mal de demandes depuis plusieurs années, voilà, d'encadrement de ce petit stage et tout, mais voilà, il faut les mettre en place. Donc je pense que en étant tous les deux, comme ça, en associant nos compétences, on peut vraiment proposer quelque chose de sympa et du coup, donc, profiter aussi d'être encadré donc par moi qui est le diplôme de BESAC, Ouais, diplômé non, d'État bien. pour encadrer des sorties vélo, parce que D'un voilà, point de vue sécurité, quoi. en France, ouais, voilà, il faut quelqu'un qui ait ce diplôme-là pour avoir le droit d'encadrer des groupes cyclistes. Et parce que voilà, on évolue sur des routes qui sont ouvertes. Ça reste quand même un sport dangereux parce que voilà, on est sur la route. C'est un sport mécanique avec un peu de vitesse. Donc voilà, ça permet d'être encadré par quelqu'un qui connaît vraiment le vélo, qui a son diplôme, et puis de mutualiser les compétences avec toi, Guillaume, avec ta connaissance des sports d'endurance et d'ultra-endurance, et puis aussi cette connaissance de la diététique qui est super intéressante. Donc je pense que là, on a un global, et en 3 jours, on peut essayer de vraiment faire quelque chose de complet pour que les gens puissent repartir avec un maximum d'infos et un maximum de pratiques en fait, voilà, sur ce stage. Et puis dernier point aussi, je pense que c'est pas le vélo, il faut aussi gérer les niveaux. Donc je pense qu'on essaiera de définir Ouais. des stages parce que je pense qu'on essaiera d'en faire plusieurs et je pense qu'on définira voilà, des groupes un peu de niveau pour que, bon, même si on est deux coachs, on pourra gérer quand même des Oui. différences de niveau, mais je pense que pour que tout le monde s'y retrouve, il faudra réussir à gérer différents stages en fonction des niveaux de pratique de chacun pour qu'on puisse un peu couvrir le panel des cyclistes. Voilà. Tout à fait, ouais, ouais. Et puis après, ben, voilà aussi, dernière notion, c'est-à-dire que au-delà du fait des compétences, etc., c'est quand même, tu vois, il y a le côté, et ça je le mets souvent en avant, c'est quand même le côté expérience qu'on peut avoir avec les courses qu'on a réalisées. Tu vois, tu peux avoir toutes les compétences et les diplômes du monde, c'est très très bien, hein, ça, je Ouais, suis ouais. tout à fait d'accord avec ce truc-là. Mais quand tu amènes en plus le côté expérience, tu peux justement après ben, le retransmettre aux autres gens et puis tu vois, avoir vécu ces éléments-là, les gens se retrouvent en toi, tu vois, et donc tu peux leur apporter ça. Si tu n'as jamais vécu ces éléments-là, c'est compliqué quand même de le transmettre, quoi. Surtout sur des épreuves très Ouais. très longues comme ça, quoi. Ah, c'est clair, j'ai d'ailleurs souvent ce débat-là
avec mon collègue qui m'a formé et tout ça, et lui, il pense exactement comme nous. On peut coacher en fait sans avoir vécu les choses. On peut être un très bon coach sans avoir été un sportif de haut Ouais, niveau, bien ouais, sûr. Mais quand on arrive en fait à coupler les deux, les connaissances et en plus le vécu, d'avoir vraiment ressenti la chose et de pouvoir partager ses expériences à soi, je pense que c'est le meilleur, c'est la meilleure chose qu'on peut faire en fait d'avoir les deux. Et nous voilà, comme on est encore en plein dedans, on fait des belles épreuves tous les deux. Toi qui as fait la Race Cross France, la longue, euh, qui a fait deux Biking Man, moi Biking Man, Race Cross Belgique, des Gravelman, voilà. sans Je compter pense qu'on les petits stages improvisés. Donc, voilà, je pense que… voilà, ouais, ouais, ouais. Donc, je pense que voilà. Et puis on peut aussi, enfin moi j'adore. J'adore écouter les récits de course Ah bah des oui. gens, de m'en inspirer, voilà, pour me créer de la motivation et puis avoir des expériences supplémentaires. Nous, on aime bien aussi raconter un peu ce qu'on a vécu et puis aiguiller les gens en fonction, quoi. Donc, Ouais. Et voilà, ça tu peut as être sympa. récemment accompagné, je crois, 2 ou 3 personnes dans le Cantal, c'était ça, hein? Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai fait un petit stage dans le Cantal. Ouais. J'ai découvert cette région en faisant le Gravelman Auvergne avec Morane, ma compagne. En fait, voilà, c'était la première fois qu'elle faisait aussi long et qu'elle faisait de la montagne, voilà, sur du aussi long. Donc, je l'ai accompagnée. On a fait les 350 km ensemble. Et en fait, j'ai découvert une région de fou, quoi, parce Splendide. que on n'y pense pas, mais toi, t'y étais, tu étais devant, tu finis deuxième d'ailleurs. Mais ouais, des superbes cols, tout ce qu'il faut Pas de pour Pérol. travailler. Le pas de Pérol, où on s'en souvient, ouais, qui est un poil engagé, comme on dirait. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais ouais, du coup, j'ai ramené des clients à moi et faire un stage là-bas de 3 jours. Et ça s'est super bien passé. On a géré avec les différences de niveau. Et du coup, ils sont repartis avec beaucoup d'envie. Donc, il y en a un qui s'est inscrit aux 24 heures du Mans et du coup, qui a été à fond, qui a fini les 24 heures du Mans solo. Voilà, Ah super. ouais, ah ouais. Et puis, bon, il y en a un autre, Gaël, ouais, qui a dit, ah ben, moi, j'étais un peu à la rue sur le stage, mais ça m'a motivé à mort. Et du coup, il s'est inscrit au Gravelman Paris-Deauville là, qui a eu lieu il y a 2 semaines. Et du coup, moi, je l'ai accompagné sur Paris-Deauville. Je l'ai accompagné il y a 2 semaines là, sous la pluie. Ouais. Et il n'avait jamais fait plus de 250 km. Et du coup, il a fini les 352 km en bon état, en profitant de son épreuve, même s'il y avait des conditions vraiment difficiles. Mais voilà, ça a vraiment créé de l'émulation et c'est des super moments de partage, ces petits stages-là. Bon, bah, nickel. Bon, bah, je pense de toute façon qu'on a fait le tour. On communiquera plus amplement en détail, hein, sur bah, les dates. On va essayer de voir ça pour que Ouais, aussi, tu vois, ce soit calé par rapport à aujourd'hui. Il y a quand même certaines épreuves qui se dégagent du calendrier. Donc, ouais, placer stratégiquement un stage par rapport à ces dates-là, ça peut être super intéressant. Donc, on communiquera sur tout ça, le contenu aussi du stage, où ce ouais, sera, etc., etc. Donc, mais ouais, on a ouais. déjà mis la pierre à l'édifice, comme je disais, et le fait d'en parler, etc., ça va accélérer aussi les choses. Donc, Hmm. comme ça, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'infos dans tous les cas, quoi. Non, clairement, clairement. Je pense on en fera plusieurs et on a déjà les lieux bien en tête Ouais, de notre côté. On a checké, on a repéré des bons endroits ensemble parce qu'on a roulé un peu ensemble cet été. Donc, je pense qu'on a les endroits qu'il faut. Et le fait d'être deux, voilà, ça nous ouvre des perspectives de groupe aussi un petit peu plus importants. On peut parler de jusqu'à une dizaine de personnes par ouais, stage, je pense. Donc voilà, ça peut être bien. Et on communiquera là-dessus pour que effectivement ça puisse coller avec les préparations des différentes courses. Parce que moi, je fais toujours des week-end shocks ou des petits stages de préparation pour les courses pour mes athlètes. Donc on essaiera de faire pour que ça colle par rapport à ça. Et puis on essaiera de faire aussi des groupes, des stages par niveau, voilà, que certains n'aient pas peur. Ils auront un stage qui sera, qui adapté à eux, sera quoi. adapté à eux. Donc voilà. Ok, bah, je sais pas si tu vois quelque chose à rajouter.
Bah non, à part que les personnes qui n'aiment pas la bière ne peuvent pas venir au stage. Je peux pas venir alors. Ah merde, merde. Non, non, je plaisante, mais voilà. Se dire que voilà, on parle un peu sérieusement et tout, C'est convivial, hein, mais on aime voilà. bien déconner aussi, quoi. Voilà, ça reste. On est sérieux dans la rigolade en même temps, quoi. Ok. Bon, bah parfait. Bon, bah, merci, Johan, pour toutes les infos. Et Avec puis, bah, plaisir. comme on a dit, on va communiquer dans ce sens. Et puis, vous aurez toutes les informations. Mais en attendant, si vous avez besoin déjà de nous contacter, hein, n'hésitez pas. Ouais, OK? ça marche. Allez, merci à toutes et à tous pour l'attention. Et puis, à bientôt alors. Bye Salut. bye. Ciao, Ciao. ciao.